Merci beaucoup Jean-Victor de nous rejoindre. Donc, on se tutoie, on se voit. On peut se tutoyer. On va se tutoyer, ça vous dérange pas? Ok. Donc, vous êtes psy spécialisé en vulgarisation notamment. Alors, vous avez aussi des recherches sur l'addiction, ça on va en parler tout à l'heure. Mais vous avez choisi de pratiquer votre métier en le vulgarisant par le prisme de la pop culture, ce qui est une excellente façon d'en parler. Pourquoi? Et comment vous est venue l'idée aussi? Bien sûr, merci beaucoup déjà de m'accueillir au festival. Je suis vraiment ravi. Depuis hier, j'ai passé des super moments et vraiment des super séries. Et effectivement, vous allez le comprendre, la pop culture, c'est une passion, mais c'est aussi un moyen aujourd'hui que j'ai choisi d'utiliser pour déstigmatiser la santé mentale. J'ai toujours aimé les films, les séries, mais c'est vrai qu'aux alentours des années 2000-2010, je trouve qu'il y a vraiment eu un changement, non seulement alors qui a eu plein de conséquences. Ça a été le moment où on a commencé à avoir beaucoup plus de séries, des séries qui étaient aussi de meilleure qualité, qui traitaient de sujets qui auparavant étaient extrêmement tabous, qui étaient complètement cachés et qui étaient pas du tout présents dans la conversation publique. Et en fait, les séries se sont emparées de plein de sujets, et notamment du sujet de la santé mentale. Or, les troubles psychiques, ça reste quelque chose de mal connu, ça reste quelque chose de très stigmatisé. On sait que pour 70% des Français, la santé mentale, c'est un tabou. Et donc, l'idée, je venais d'être diplômé de mon diplôme de psychiatre, et je me suis dit, pourquoi pas essayer d'utiliser l'intérêt, la puissance de frappe de la pop culture au sens large. Donc, ça inclut les séries, mais aussi les films, ça peut être la mode, la culture des célébrités, pour en fait changer le regard qu'on porte sur la santé mentale. Et pour libérer la parole aussi, j'imagine? Exactement, parce qu'en fait ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une résonance, et c'est pour ça que le principe de pop culture, je le trouve intéressant. C'est à la fois une série, on peut dire par exemple Euphoria, qui est une série qui a été assez révolutionnaire sur le fait de traiter de l'addiction, de traiter de la santé mentale, mais aussi en faisant un objet pop très coloré, très esthétique, ce qui a pu poser certains problèmes, mais aussi puisque les interprètes eux-mêmes parlent de ces sujets, puisque Zendaya a parlé par exemple de sa santé mentale. Et donc en fait il y a quelque chose d'assez circulaire entre les sujets dans les séries, la vraie vie des gens, la vraie vie des célébrités et l'exposition qu'en fait que ça donne au sujet. D'habitude je fais un ordre d'extraits, mais tu m'as devancé, donc on va aller directement sur Euphoria, si j'y arrive. The other thing about depression is it kind of collapses time. Bro, you listening? Suddenly, you find your whole days blending together to create one endless and suffocating loop. So you find yourself trying to remember the things that made you happy. Can we get closer? But slowly, your brain begins to erase every memory that ever brought you joy. And eventually, all you can think about is how life has always been this way. And will only continue to be this way. Previously on Love Island. Grab the amazingness that you have, Josh, by the balls. Alors, Euphoria, comme tu le disais, on a là le personnage de Roux qui est en dépression totale et qui parle d'addiction aux drogues. Alors, c'est une façon pour son créateur, Sam Levinson, de raconter sa propre addiction aux drogues. Il l'avait aussi raconté dans Another Happy Day. Enfin, c'est vraiment quelque chose dont il a besoin de parler. Il en parle de deux façons, mais on va parler d'un autre personnage juste après, qui est Jules. Mais on va d'abord commencer par Roux. Tu dis dans un de tes ouvrages une phrase qui fonctionne parfaitement: la dépression tue plus que le tabac. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut aborder. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont on l'aborde chez les adolescents dans Euphoria ?
Ce qui est intéressant, c'est que Euphoria, il l'aborde d'une manière que je trouve assez intelligente. C'est une série qui parle beaucoup de santé mentale, mais pas que. C'est une série qui décrit une certaine adolescence, mais surtout, il n'enferme pas les personnages dans uniquement leurs troubles. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique aux séries par rapport aux films, et qui, je pense, explique que les séries parlent aussi bien, finalement, de la santé mentale. C'est que dans les séries, comme dans la vraie vie, en fait, dans les séries, il y a du temps. Donc en fait, un personnage peut à un moment avoir une phase de dépression comme Roux, peut à un moment retomber dans l'addiction, mais n'est pas réduite que à ça, puisqu'ensuite il y a des épisodes dans lesquels elle ne va pas parler de sa santé mentale et on va plutôt voir le côté extrêmement charismatique de ce personnage qui est quand même très cool, ce qui a pu un peu déranger certains spectateurs puisque justement elle ne fait pas figure de repoussoir, c'est pas un peu le stéréotype de la toxicomane, la personne voilà, auquel on n'a pas du tout envie de ressembler, auquel on n'a pas envie d'être son ami. Là, ça inverse un peu stéréotype, ça enlève pas le fait qu'elle est gravement malade, on le voit, il y a certains épisodes qui sont très douloureux à regarder, notamment quand on voit ce que ça peut coûter à sa famille, mais dans une série, il y a quand même plus d'espace, donc il y a plus de temps, et ça c'est très spécifique, et c'est vrai pour beaucoup de séries un peu plus historiques, comme Homeland, qui a été une des premières à parler autant du trouble bipolaire. On peut avoir un trouble, ça peut être à un moment l'objet d'un arc narratif, mais on n'est pas que ça. Et ça, c'est très important parce que dans la vraie vie, c'est ça, en fait, les personnes qui ont un trouble psychique ne sont pas définies uniquement par leur trouble, ont beaucoup d'autres dimensions, heureusement, peuvent être par ailleurs des personnes qui ont beaucoup de courage, qui sont très lumineuses, qui ont beaucoup de résilience. Et je trouve que les séries arrivent vraiment à bien capter ça, là où les films, et c'est pas pour les opposer, parce que j'aime aussi beaucoup le cinéma, mais c'est plus difficile, c'est vrai, que en 1h30, 2 heures, de ne pas enfermer la personne dans uniquement une de ces dimensions-là. Est-ce que vous entendez bien le micro de Jean-Victor ? Oui, très bien. Une question sur le casting. Si je ne dis pas de bêtises, Zendaya, elle vient de l'univers Disney. Qu'est-ce que ça fait pour toi d'avoir été piocher cette actrice-là dans un univers de bisounours pour lui confier ce rôle-là ? Bien sûr, ça c'est aussi la dimension très pop. Quand on parle de l'écurie Disney, évidemment, on pense à Britney Spears, qui a été la matrice un peu originelle de finalement cette articulation entre pop culture et santé mentale, qui donc a été célèbre extrêmement jeune, qui a été mondialisée très jeune, qui a été considérée comme quelque part un produit. Et puis, la santé mentale a surgi, elle a eu une période psychique extrêmement compliquée dans la vie, pour le coup, personnelle de Britney Spears, notamment dans sa vie familiale. Il y a beaucoup d'antécédents psychiatriques. Sa grand-mère s'est suicidée sur la tombe de son grand-père. Enfin, ça ne sort pas de nulle part, ces troubles psychiques-là. Mais clairement, c'est à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux et où on n'était pas prêt, en fait, à parler de santé mentale. Et lorsque cette fameuse scène où elle s'est rasé le crâne, auquel Euphoria fait référence, c'est pour ça quand j'ai quelque chose de circulaire qui est assez intéressant, c'est que justement dans le premier épisode d'Euphoria, bon je digresse un peu, mais dans le premier épisode d'Euphoria, au moment où on annonce un trouble psychique à Roux, sa mère lui dit voilà, mais tu sais, il y a plein de gens géniaux qui ont des troubles. Il y a Van Gogh, on voit une image de Van Gogh, et tu as préféré Britney Spears parce que du coup, Zendaya, enfin le personnage de Roux, est adolescente au moment où Britney Spears a ses problèmes de santé mentale. Donc on voit bien quelque chose de circulaire. Et puis ensuite, il y a cette nouvelle génération, alors qui est portée par Selena Gomez, qui est une autre ancienne icône Disney, qui a parlé de son trouble bipolaire, qu'on parle beaucoup dans sa vie personnelle, dans ses documentaires, et que ça ne réduit pas, là aussi c'est intéressant, à uniquement son trouble psychique. On va la trouver dans une série sur Disney+, qui marche énormément. Je ne sais plus le titre. Only Murders in the Building. Voilà, Only Murders in the Building. On va la retrouver au Festival de Cannes. Elle lance un album. Bref, elle n'est pas enfermée dans uniquement le trouble bipolaire, même si elle en parle beaucoup. Ça a été vrai également pour Miley Cyrus et pour Zendaya. Et donc, on voit bien que c'est aussi emblématique comment, à chaque ère, les icônes aujourd'hui peuvent parler de santé mentale et ne sont pas réduites à ça. Et notamment dans le cas de Zendaya, c'est assez vertigineux de voir que non seulement elle a incarné, et elle a été quand même très connue pour ce rôle, même si elle avait fait d'autres choses avant, c'est vraiment ce rôle qui a quand même lui a permis d'accéder à une certaine notoriété
alors que c'est un rôle qui est très exigeant. Et encore une fois, le rôle d'une jeune femme en situation d'addiction, c'est pas un rôle qui est évident. Et pourtant, cette année, le box-office mondial repose quasiment exclusivement sur les épaules de Zendaya, puisqu'on va la voir dans le 3e Dune, on va la voir dans l'Odyssée, le prochain film de Christopher Nolan. Le mois prochain, elle a un film avec Robert Pattinson. Donc, on voit bien, et la série Euphoria, qu'il y a beaucoup moins ce caractère affichant, stigmatisant autour de la santé mentale. Alors, je le disais, il y a un autre personnage extraordinaire dans Euphoria, c'est Jules. Donc, c'est encore rare aujourd'hui, même si on fait des avancées sur l'inclusion et sur la représentation dans les séries, mais voir un personnage trans dans une série, c'est très rare. Et ce qui est intéressant dans Euphoria, c'est qu'on nous montre son parcours, on nous montre sa transition et on nous montre la façon dont, pour ses parents, en tout cas surtout pour sa mère, sa transidentité, son besoin de transition était une maladie mentale. Ça, c'est un stigma qu'on voit encore énormément. Qu'est-ce que tu penses de la façon dont ils l'ont traité déjà dans la série? Il faut savoir que c'est aussi une autre métaphore de Sam Levinson qui a été mis en désintoxication par ses parents très jeunes, dont le cinéaste Barry Levinson, oscarisé pour Rain Man. Enfin, c'est assez ironique quand on y pense. Mais qu'est-ce que tu penses de la représentation et du personnage de Jules dans Euphoria? Là aussi, je trouve que c'est très fort parce que c'est un personnage qui est très fort, qui est très charismatique là aussi et qui n'est pas enfermé uniquement dans la dimension. Elle ne joue pas le stéréotype de c'est la femme trans qui est définie uniquement par ça, auquel elle n'aura que ça dans son personnage. C'est un personnage qui est très lumineux, qui a une histoire d'amour, enfin, pour lequel il se passe plein de choses. Et aussi en abordant des sujets qui peuvent être compliqués encore aujourd'hui. Notamment, il y a un épisode entier où elle parle de la détransition, de la question qu'elle se pose autour de son identité de genre, qui est une question qui peut être tout à fait légitime, dont elle parle justement avec une professionnelle qui, on le voit, a l'habitude d'entendre ça et l'accompagne dans ce cheminement, alors que c'est un sujet un peu tabou, puisque même la détransition, même si c'est minoritaire parmi les personnes trans, c'est souvent un argument qui est invoqué en général par les personnes qui sont transphobes pour dire voilà, c'est pas vraiment, on ne sait pas, ils n'arrêtent pas de changer. Si en fait on accède à certaines personnes pour avoir des soins de transition, ensuite ils vont changer, comme si c'était voilà, un caprice, on se réveille le matin, ah bah aujourd'hui, pour ceux qui sont un peu plus vieux, un peu style le dessin animé Ranma et demi, où c'était vraiment voilà, un jour femme, un jour homme, etc. Alors que clairement c'est beaucoup plus complexe et je trouve que là aussi la série a réussi à capter quand même cette complexité. Est-ce qu'on peut citer, tu penses, Euphoria comme un des déblocages, enfin une des séries qui débloque ou qui monte un palier en termes de représentation? On parle aussi de bisexualité. Enfin voilà, c'est extrêmement libre dans les personnages, vivent, existent comme ils sont. Et on sait que la représentation permet à des gens qui regardent tous les écrans de se voir et donc de voir la société les accepter. On sait très bien que pendant des années, on avait que c'était en termes de représentation raciale, représentation sexuelle. Les gens qui ne se voyaient pas à l'écran pensaient qu'ils n'existaient pas et que donc ils étaient des erreurs. Enfin, c'est horrible de se dire qu'on n'existe pas. Est-ce que tu trouves que Euphoria fait partie de ces séries-là? Et pour toi, est-ce qu'il y en a une qui joue vraiment un rôle majeur là-dessus? Je pense que cette série, elle a été effectivement emblématique et c'est aussi ça qui est intéressant avec la pop culture, c'est que ce qui est aussi intéressant, c'est le succès qu'elle a eu. Parce que si c'était une série qui était restée extrêmement confidentielle, on va dire oui, c'est un peu l'OVNI qui intéresse un microcosme, etc. Là, en fait, notamment en France, où je trouve qu'on a mis un petit peu de temps avant qu'on en parle autant de cette série. Au début, elle est un peu passée sous les radars. Finalement, le fait qu'elle ait eu autant de succès, notamment chez les plus jeunes, qui du coup se sont reconnus probablement dans ces personnages, en tout cas qui ont été intéressés, intrigués, et bien finalement on a été un peu obligé d'en parler. Je trouve qu'il y a eu un peu cette espèce d'effet de rattrapage dans les médias où ils disent, au bout de la saison 2, bon, il se passe quelque chose, on va quand même parler de ce truc parce que bon, finalement c'est pas si minoritaire, etc. Donc ça, c'est sûr que c'est intéressant dans les grands paliers. Alors même si évidemment pour le coup je suis pas historien de la série, mais quand même dans les grandes séries, notamment sur l'adolescence, c'est important de citer aussi Certain Reason Why, donc 13 raisons 2 sur Netflix, parce qu'elle est aussi très emblématique. Alors pour le coup, elle est sortie sur Netflix à un moment où Netflix n'était pas très bien identifié. Beaucoup de parents ne savaient pas vraiment ce que c'était, n'avaient pas accès, c'était considéré comme quelque chose plutôt pour les jeunes. Une série qui parle pour le coup du suicide d'une adolescente, qui explique en 13 épisodes finalement les raisons de son suicide. C'est une série qui a été un des premiers hits majeurs de Netflix, notamment une série
pour les adolescents, et qui traite de l'adolescence, mais qui édulcore rien du tout, qui parle de violence sexuelle, qui parle de santé mentale, qui parle de suicide, des sujets dont honnêtement, avant, et notamment à l'époque, on va dire, des chaînes hertziennes, c'était impossible, on ne voyait pas ça. Parler de santé mentale adolescent, avant le Covid, déjà, c'était compliqué, mais parler de ce type de sujet-là, c'était forcément considéré comme ça va intéresser personne. De toute façon, les personnes qui ont des troubles psychiatriques, bon, c'est un peu quantité négligeable dans notre société, ça n'intéresse personne. Enfin, c'était vraiment des clichés qui étaient encore très, très présents, très importants. Et pour le coup, succès mondial, avec, et c'est important d'en parler parce que c'est aussi un peu une des polémiques qu'il y a pu avoir avec Euphoria. C'est une série dans laquelle il y avait une scène à la fin de la série où on voyait l'adolescente se suicider et on voyait en fait le mode par lequel elle se suicide. Et lorsque cette série est sortie, ça a été assorti d'une augmentation des suicides chez les adolescents aux États-Unis. C'était là aussi la première fois qu'on pouvait voir aussi finement l'association entre une série qui sort, qui est très regardée par des adolescents, et une augmentation des suicides chez les adolescents. Parce qu'avant, déjà, un film dans lequel une ado qui se suicide, ça aurait été interdit aux moins de 16 ou aux moins de 18 ans, il y aurait eu beaucoup plus de contrôle. Et puis aujourd'hui, et ça a été aussi un peu un des enseignements de cette série, les ados consomment aussi beaucoup plus finalement des séries que des films, se déplacent pas massivement pour aller voir un film, et en tout cas un film sur ce sujet-là. Et donc Netflix a réagi plutôt intelligemment en supprimant la scène incriminée et en continuant la conversation, en continuant de raconter des histoires autour des adolescents qui vont mal. Et là aussi, c'était quelque part un peu prophétique, parce qu'encore une fois, quand la série est sortie, c'était, il me semble, en 2016 ou 2017, c'était avant le confinement, à un moment où, notamment en France, on ne parlait pas du tout de santé mentale, beaucoup pas, et surtout pas de santé mentale adolescente. On considérait que c'était un sujet complètement de niche et qui n'était pas intéressant et qui ne justifiait pas, par exemple, d'avoir une série sur le sujet. Et pourtant, on s'est rendu compte. Aujourd'hui, on a été forcé de regarder cette réalité-là. C'est fou de se dire, c'est une minorité. Bon. On va regarder un autre extrait. Alors, j'ai réussi à faire ça. Ah, merde! Pardon. Ok. Oh, merde. Non. Bougez pas. Ça y est. Non. Donc on va regarder en thérapie, je pense que tout le monde l'a deviné vu que ça fait 4 fois que je tombe dessus sans réussir à le lancer. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous étiez responsable? Je sais pas. Comment est-ce que vous pourriez... Je sais pas. C'est ok important. Arrêtez d'insister. Camille, Mais si vous savez, dites-moi la réponse et je vous la répéterai. Comme ça, vous pourrez dire à tout le monde que vous m'avez guéri. La raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait, c'est ce qu'elle dit. Comme ça, vous direz à tout le monde que vous m'avez guéri. Ce verbe guérir, est-ce qu'il marche avec la santé mentale et avec le traitement de la santé mentale? Et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'elle raconte, cette jeune fille, qui est tellement perdue qu'elle dit « mais je répète ce que vous voulez, puis on en finit ». C'est effectivement une belle série, et puis ça va être intéressant là aussi de voir le contexte de cette série. En psychiatrie, on utilise plutôt le terme de rétablissement plutôt que celui de guérison. Rétabli, ça veut dire que les symptômes dans la vie quotidienne ne gênent pas l'individu pour faire ce qu'il a envie de faire. Donc ça veut dire qu'on peut avoir des symptômes, on peut garder de l'anxiété, voire pour certains patients garder des hallucinations, mais les hallucinations, elles n'empêchent pas de travailler si c'est ce que la personne a envie de faire ou d'évoluer dans sa vie, d'avoir une vie de famille, etc. Donc on parle plutôt de rétablissement et là aussi c'est vrai que les séries peuvent montrer justement le rétablissement, voire même ont intérêt quelque part puisque scénaristiquement c'est pas mal de se dire, il y a un moment, le personnage qui a un trouble, et pendant quelques épisodes ou une saison, il va bien, et c'est intéressant de comment ça va inverser un peu le regard qu'on va porter sur cette question, parce que c'est encore un cliché très, très présent, c'est de penser qu'à partir du moment où on a un trouble psychique, c'est une fin dramatique, on ne pourra jamais s'en remettre, etc. Or, le rétablissement, il existe dans toutes les pathologies. Évidemment, ce n'est pas aussi simple comme pour toutes les maladies. En fonction de la sévérité, il y a plein de facteurs qui vont faire qu'on va garder un handicap plus ou moins important. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Et moi, avec Pop et Psy, l'idée, c'est vraiment de transmettre clairement cet espoir de guérison, cet optimisme, puisque c'est aussi ça qu'on essaie de faire en tant que soignant. Et je trouve que justement, les séries et la pop culture, elles servent à ça. Quand je parlais tout à l'heure de Selena Gomez, Miley Cyrus, etc., c'est aussi un support d'identification positive de se dire, en fait, Selena Gomez, elle a arrêté sa carrière pendant 1
1 an, elle a arrêté de chanter, elle a quitté les réseaux sociaux parce qu'elle avait un épisode dépressif sévère dans le cadre d'un trouble bipolaire. Et ensuite, elle est revenue et finalement, elle a eu quasiment plus de succès après qu'avant. Donc, c'est vraiment important. Ce qui est intéressant dans cet extrait et dans la série En thérapie, alors là aussi, ce qui a été intéressant, c'est de voir le succès que cette série a eu, notamment au moment du confinement. Donc on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui s'est cristallisé en France autour de ça. C'est une série qui est intéressante, En thérapie, qui parle de la psychanalyse, qui est un type de psychothérapie et qui le montre plutôt bien. Réussir à faire une série qui est aussi divertissante, parce que je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. C'est important que les séries nous divertissent, qu'elles nous fassent vivre des choses. C'est pas des tracts, c'est pas des prospectus, c'est pas des documentaires. Et c'est aussi ce qui est intéressant avec la fiction, c'est de pouvoir piocher des éléments. Voilà, le docteur Dayan, il est génial. En même temps, déontologiquement, ce qu'il fait, c'est pas génial du tout. C'est interdit par le Conseil de l'ordre et c'est répréhensible, c'est un crime. Donc, et en même temps, s'il se passait pas sa vie sentimentale, il n'y aurait pas eu de série. Donc, c'est pas de rester trop littéral. On se dit, c'est de la fiction, c'est intéressant. Après, ce que En thérapie a montré aussi, c'est qu'il a fallu quand même plus d'une vingtaine d'années entre le programme original Beautiful, qui est donc la série mère de En thérapie, le format israélien, puis je crois qu'il y a eu une vingtaine d'adaptations avant qu'il arrive en France. Ce qui montre que quand même, on n'est pas vraiment à la pointe sur le sujet. On a quasiment été un des derniers pays à l'adapter, et pourtant, une fois que ça a été fait, ça a très bien marché. Donc là aussi, il y a un message clairement de se dire que c'est des sujets qui intéressent et c'est des sujets qui clairement peuvent marcher, peuvent fonctionner. Justement, on n'est pas à la pointe. C'est une des raisons, j'imagine, pour lesquelles vous avez cofondé Pop & Psy. C'est à la fois des podcasts hyper intéressants parce que vous recevez des artistes qui, je ne sais pas comment, se livrent, mais vraiment... This is la peste, par exemple, qui parle de sa vie privée, qui parle de sa santé mentale. Enfin, c'est assez fou parce que c'est vraiment un rapport intime qu'on a avec ces gens-là. C'est aussi un festival dans lequel on peut commencer à libérer toujours la parole parce que c'est vraiment ça le fond de l'histoire. C'était quoi votre premier déclic pour fonder Pop & Psy et quel était le but précis et est-ce qu'il a évolué depuis que vous l'avez expérimenté ? Oui, c'est vrai que ça a commencé en 2017 avec des conférences justement pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui en tant que jeune psychiatre, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire évoluer la manière dont on parle de la question et dont les personnes concernées évoluent dans notre société. Et étant grand amateur de pop culture, je me suis dit tiens, on va utiliser Happiness Therapy qui a été nominé aux Oscars, qui a eu un grand succès et qui parlait du trouble bipolaire. On va utiliser Britney Spears, etc., etc. Et puis ensuite, il y a eu donc un premier livre, Pop & Psy, puis un second, un ciné-club, et puis des conférences, et puis l'idée vraiment du festival donc, que j'ai cofondé avec Florence Trédez et Emmanuel Felous, ça a été vraiment de réunir sur un temps, et on le voit bien, on a besoin aussi de se réunir. C'était, on l'a pensé, mais la première édition, c'était en 2021, toujours après le Covid, avec cette idée de dire qu'on a besoin de temps présentiel. Je pense que le tout distanciel, le tout en ligne, on en est un peu sorti. On voit aussi les conséquences que ça a clairement pour le psychisme. C'est important de se rencontrer dans la vraie vie, c'est important d'échanger, c'est important d'entendre d'autres points de vue que ceux qu'on entend et que ceux que les algorithmes créent et conditionnent autour de nous. Et aussi, vraiment, l'idée du festival, c'était évidemment qu'on reste, il y a une parole scientifique, il y a d'autres médecins, des experts qui viennent, mais aussi beaucoup, surtout des personnes concernées, des artistes, des créateurs, parce que l'idée, c'est, comme je disais un peu tout à l'heure, d'inclure aussi évidemment les artistes, parce qu'ils ont une voix et que clairement, lorsque c'est Camille Lelouch ou DC's ou Pomme qui parlent, c'est vrai que c'est plus entendu dans notre société que lorsque c'est quelqu'un qui est anonyme. Ça, c'est un des faits, c'est un des faits avec lesquels il faut vivre, c'est la réalité en tout cas aujourd'hui. Et ensuite, l'idée, c'est aussi de se dire que la parole des personnes concernées, elle est vraiment importante qu'elle soit directement. Donc, c'est pas d'être que dans l'analyse, comme je peux le faire, qui est aussi importante, je pense, mais de ne pas être que dans l'analyse de la prise de parole de personnes ou dans l'analyse de séries, etc. Vraiment dans la prise de parole concernée directement. Donc, c'est vraiment comme ça que le festival est né. Et c'est vrai, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite ça a un peu évolué en se disant voilà comment on peut toucher d'autres milieux. Et c'est vrai que de plus en plus maintenant, on vient aussi me chercher ou on m'interroge plus dans la conception aussi d'œuvres
ou d'expositions ou de projets culturels. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que au-delà de l'analyse, ça peut être en fait comment on peut faire pour améliorer quelque part les représentations dans les séries, dans les films. Et c'est une activité qui est fascinante et qui est très intéressante parce que comme ça, c'est aussi moins uniquement de dire ah bah ça c'est intéressant, mais carrément d'intégrer cette perspective-là dans la conception des œuvres. C'est une forme de garde-fou. C'est hyper intéressant. Alors, je les ai là, les livres, je vais vous les montrer. En fait, ce que je trouve génial, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Donc, c'est vraiment parler des troubles psychiques et parler de l'addiction par le prisme de la pop culture. Et en fait, quand on le lit, peu importe qui on est, il y a toujours un moment où on se retrouve. Il y a toujours un moment où on se dit « Ah bah oui, ben en fait, c'est moi ». Et tu as notamment mis aussi des red flags à surveiller. Enfin, il y a vraiment un travail pédagogique, à la fois autour de la pop culture et de la psychiatrie, qui est hyper intéressant. Donc, c'est très abordable. Est-ce que tu penses que c'est un bon outil, un bon support aussi pour dialoguer parents-enfants ? Bien sûr, l'idée aussi d'utiliser la pop culture, c'est de pouvoir créer un peu ce pont, et notamment sur des œuvres qui peuvent être compliquées. On a parlé d'Euphoria, de Certain Reason Why. Moi, je ne suis pas pro-censure. Après, évidemment, il y a, comme pour tous les sujets, un âge. Un enfant de 8 ans, lui montrer Euphoria, c'est sûr que ça peut être traumatisant. Évidemment, il y a un âge pour tout. Mais je pense que ça peut être un bon moyen de dialoguer, en fait, parce que c'est aussi une des fonctions des séries, c'est à la fois un divertissement et c'est déjà pas mal, ça nous permet de nous évader, ça nous permet d'imaginer d'autres vies, ça nous permet aussi parfois de supporter un quotidien qui est complexe, donc c'est une des fonctions du divertissement et je pense qu'il ne faut pas la renier, mais c'est aussi un outil pour parler aussi autour de soi, on le voit bien, ah bah t'as vu telle série, ah bah quel personnage tu préfères, etc. Ça peut vraiment être un outil de dialogue, donc plutôt que l'interdire, je pense que ça peut être un bon moyen de parler effectivement avec son entourage et potentiellement ses enfants. C'est aussi l'idée d'utiliser des icônes de la pop culture dans lesquelles voilà, on peut se retrouver dans Miley Cyrus ou Billie Eilish ou Dalida. C'est pour ça que j'ai une vision assez large de la pop culture. Et je pense que ça, c'est vraiment effectivement au cœur de Pop et Psy, des livres Pop et Psy, qu'on peut aussi lire. Et c'est vrai que c'est intéressant qu'il y a des lecteurs qui sont vraiment intéressés par le côté très santé mentale, parce que c'est aussi des manuels, ils expliquent les symptômes, les facteurs de risque, les traitements, mais aussi comme des recueils un peu parce qu'il y a un nombre, je pense que je dois citer entre 100 et 150 références, il y en a vraiment 5 par page peut-être. Enfin, je sais Même pas, dans les beaucoup. titres, il y a des jeux de mots super marrants. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai que d'autres personnes lisent vraiment ça pour cet intérêt, et à l'inverse, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont dit « Ah bon, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'ai vu quasiment aucun des films ou des séries dont vous parlez, mais ça m'a donné envie de les découvrir. » Donc effectivement, je pense que cette articulation, elle peut être ludique, même si elle reste évidemment très rigoureuse sur le plan scientifique. Il y a vraiment ces deux aspects. Alors, je voudrais montrer un autre extrait, mais comme c'est une série extrêmement confidentielle, je vais expliquer ce qu'on voit avant. C'est une de mes séries préférées d'horreur, donc je la conseille pas à tout le monde. Elle est dure, c'est une série très dure. Là, c'est la saison 3 qu'on va voir, et c'est une saison qui traite de schizophrénie. Et on va voir une jeune fille qui s'appelle Alice et qui sent une montée d'angoisse arriver. Et les réalisateurs, en l'occurrence une réalisatrice qui s'appelle Arkasha Stevenson, a trouvé un moyen de matérialiser sa montée d'angoisse et sa schizophrénie. Et je voulais avoir ton avis sur cette façon de rendre visible l'invisible.
Donc là, c'est la jeune Alice, elle a une version d'elle-même géante, écrasante, qui vient l'emprisonner, qui vient la toucher, qui vient la capturer. C'est vrai que c'est très dur d'expliquer à quelqu'un qu'on a un trouble psychique parce que ça ne se voit pas et pourtant on le ressent. Qu'est-ce que tu penses de cette matérialisation à l'écran ? C'est effectivement, c'est très intéressant. Alors, dans la schizophrénie, qui est un trouble dit psychotique, c'est donc un trouble dans lequel une famille de symptômes, ça va être des hallucinations et des idées délirantes aux côtés d'autres symptômes. C'est plus souvent dans la vraie vie des hallucinations auditives, ça va être le fait d'entendre des choses, en général des choses plutôt négatives, ça va être des insultes, des voix qui parlent sur nous, etc. C'est très difficile de le retranscrire à l'écran parce que juste des hallucinations, c'est pas, les séries et les films sont avant tout un art visuel, donc c'est vraiment pas simple. C'est vrai que souvent, pour ça, les réalisateurs, les scénaristes passent par l'image, ce qui est quand même néanmoins intéressant. En général, c'est vrai que c'est pas aussi construit quand il y a des hallucinations visuelles dans la schizophrénie. Ça va pas être exactement, par exemple, cette forme qu'il a. Et effectivement, on voit bien que c'est une sorte d'alter ego assez imagé qui, en le regardant, ça m'a fait penser à pas mal d'œuvres, notamment Donnie Darko, le film. Mais aussi, je trouve, il y a un petit côté, les hallucinations aussi qu'on voit dans Akira, le dessin animé japonais. Mais c'est intéressant parce que de toute façon, c'est, encore une fois, après un moment, ce sont des objets culturels et c'est normal que du coup on passe par le côté visuel et je suis tout à fait à l'aise avec ça. Mais c'est important, par exemple, et c'est ce que j'explique dans Pop et Psy, de savoir que dans la vraie vie, c'est plutôt pour le coup auditif. Ça me faisait penser aussi à un autre film que j'utilise souvent pour parler de la schizophrénie, c'est le film Black Swan, qui alors pour moi peut être un bon moyen d'imaginer ce que peut ressentir quelqu'un qui rentre dans la schizophrénie. Parce que c'est aussi quelque part, et c'est ce que tu disais, un des intérêts, je pense, de ces séries et de ces films, c'est de nous mettre à la place d'eux, et que c'est vrai que notamment les personnes qui sont concernées par la schizophrénie restent extrêmement stigmatisées dans notre société, et quand on dit stigmatisé, ça veut dire un désir de distance sociale important, et que se mettre à la place d'eux, c'est intéressant. Dans le cas, par exemple, dans Black Swan, c'est surtout au début du film, quand on voit qu'elle se pose la question de est-ce qu'elle est suivie ou pas ? Est-ce qu'elle a entendu un bruit ou pas ? Et en fait, cette notion de doute qui prend beaucoup de place, qui génère de l'angoisse et qui fait que plus on va angoisser, c'est ce qu'on voit un peu là, plus il va y avoir des symptômes, c'est vraiment intéressant. Et pour le coup, j'ai trouvé que c'était une des manières d'assez bien montrer l'entrée. Par contre, et c'est pour ça que c'est intéressant, la deuxième partie du film, on est vraiment dans la métaphore, comme un peu on voit là, avec vraiment le signe blanc, le signe noir, comme s'il y avait deux personnalités. Ça, pour le coup, ça ne correspond plus à la schizophrénie. Donc, c'est intéressant de se dire que, et c'est souvent le cas moi, dans des œuvres, il y a des choses, on va dire, bah, ça c'est intéressant, ça peut permettre ça peut être intéressant visuellement, mais c'est moins réaliste, on va dire, cliniquement. Il y a un grand tabou qui entoure, même encore aujourd'hui, parce que je trouve que grâce aux réseaux sociaux, grâce et parfois à cause, parce qu'il y a aussi une déformation qui est terrible, on a du mal à parler de la santé mentale, on a du mal à parler de dépression. Est-ce que tu as le sentiment que grâce à la pop culture, de par ton travail ou dans tes conversations avec les gens qui viennent au festival Pop MC par exemple, est-ce que tu as le sentiment que concrètement, il y a des gens que ça a permis de se voir à l'écran, comme on disait tout à l'heure, ça a permis de passer le pas et de parler de leur santé mentale ? Oui, honnêtement, je dirais un grand oui. Si aujourd'hui, rien qu'on parle aujourd'hui dans un festival de séries, de santé mentale, de schizophrénie, d'idées suicidaires, ça montre bien, et que c'est un festival de séries et c'est pas anodin, que les séries ont permis quand même cette visibilité et d'en parler. Parce que quand j'ai commencé Pop et Psy, il y a presque maintenant une dizaine d'années, clairement, inviter un psychiatre, ça faisait peur. Parler de santé mentale, et on se disait, il va y avoir personne, ça va embêter les gens. De toute façon, les gens que ça intéresse, c'est vraiment une minorité de personnes qui sont exclues dans notre société, de minorités. On voit bien qu'aujourd'hui, si on en parle autant, si on voit autant de personnages, si on écoute aussi autant les personnes qui en parlent, en France, il y a eu par exemple la prise de parole de Nicolas Demorand l'année dernière, qui a été quand même très, pour le coup, emblématique. C'était la première fois en France que
on écoutait autant quelqu'un qui parlait ouvertement du fait d'être atteint d'un trouble bipolaire. Il y a eu d'autres prises de parole avant, qui n'étaient pas forcément de personnes aussi connues, mais on voit bien que lorsque des personnes en parlaient, on n'avait pas envie en fait d'écouter, ou alors c'était vite tourné. Oh bah de toute façon, les stars, ils sont tous un peu bizarres, ça fait partie un peu de leur métier, etc. On voit bien que c'est grâce quand même à ça. Évidemment, il n'y a pas que ça, hein, parce que il y a aussi un effet quand on voit Nicolas Demorand, on se dit bon, en fait, ou son écrit, on se dit bon, moi-même, c'est pas tout à fait la même chose que ce que lui peut vivre, évidemment, mais néanmoins, c'est le facteur qui a fait que depuis une grosse dizaine d'années, ça plus le Covid, hein, qui est quand même vraiment un facteur aussi important, qu'on fait qu'on a enfin pu donner la parole et montrer, visibiliser ce sujet-là. D'ailleurs, j'en profite pour faire mon coming out, tu vois, sur cette scène, parce que c'est vrai que tu parles de Nicolas Demorand, mais c'est pas quelqu'un qu'on croise dans la rue, c'est pas quelqu'un à qui on parle. Moi, ça fait 3 ans que je fais l'exposition de Sérimania, ça fait 3 ans que je vous croise en long, en large et en travers, et en tout cas pour le moment, je ne pourrais pas le faire sans antidépresseurs. Donc, je pense qu'il faut le dire que les gens, enfin voilà, on a toujours l'impression que tout va bien, mais en fait non. Et la dépression, il faut en parler. Et moi, personnellement, je ne pourrais pas travailler sans antidépresseurs. Donc, on va tous se remettre un peu au même niveau. J'ai le temps pour un dernier extrait. Oh bah non, vraiment, pas de... Il n'y a pas de... Mais si une personne ici peut essayer de se sentir un peu mieux grâce à ça, eh ben, allez-y, franchement, c'est merveilleux. Ça fait un bien fou, ça sauve des vies. Alors... J'ai le choix entre 2 extraits parce qu'on a envie de vous donner la parole après, évidemment, pour que vous puissiez poser vos questions à Jean-Victor. Je ne sais pas lequel je préfère, on va voir ce que me donne le hasard. When you commit another crime? Non. Like... Tant pis, on va regarder celui-ci. Qu'est-ce que tu voulais dire tantôt? Est-ce que je t'ai coupé? C'est la première fois que tu penses pas à... Quoi? Je voulais dire que je la ressens pas, en fait. La tristesse. Au travail, je l'ai pas ressentie. Mais sinon, tu la sens tout le temps encore. C'est comme si ça faisait partie de moi maintenant. Alors cette série, c'est Empathie, qui a été, je pense que c'est une grande fierté de Sérimania, qui a été découverte ici l'année dernière, créée par Florence Lompré, qui sera là en fin de semaine à nouveau. Il y a aussi Thomas N'Gijol dans la série, qui est au festival en ce moment dans un jury. Il est en jury Panorama International. Empathie, alors il y a 1000 raisons de l'aimer cette série et je vais évidemment te demander ce que tu en as pensé, mais moi ce qui me plaît dans cet extrait, c'est que la personne qui parle de sa santé mentale, c'est la soignante. Et ça aussi, c'est important, ça recroise ce qu'on disait juste avant, de montrer que les soignants aussi, ils peuvent avoir des problèmes de santé mentale. Et je trouve que ce coup de projecteur-là, il est beau. Je voulais savoir ce que tu pensais de la série et puis de cette scène-là. Vraiment, série magnifique. Hein. C'est vrai qu'Empathie, ça a été probablement, en tout cas, clairement la série Pop et Psy de l'année dernière et je pense même de plusieurs années. C'est la première fois, je trouvais que c'était aussi à la fois réaliste. J'avais vraiment l'impression de voir des choses de mon quotidien de médecin à l'hôpital, même si pour le coup, j'exerce pas du tout dans une unité comme Suzanne dans la série, qui est dans une unité médico-légale, alors qui n'existe pas exactement de la même manière, parce que c'est une série québécoise en France. Moi, je fais surtout de la consultation à l'hôpital en addictologie, mais il y a vraiment un réalisme qui est très important. Il y a un regard sur les patients qui est vraiment très beau, avec à la fois sans édulcorer. On voit qu'il y a des gens qui peuvent être très malades et en même temps ils sont à l'hôpital et on ne leur reproche pas d'être malades, et ça c'est souvent un cliché qui est encore trop important, et en même temps une certaine légèreté avec un personnage de médecin qui combine à la fois un grand humanisme et en même temps des compétences scientifiques. Enfin, je trouve que c'est extrêmement difficile de retranscrire ça et que c'est très réaliste pour le coup, je trouve, puisqu'on voit qu'effectivement elle travaille avec ses émotions auprès de ses patients, mais en même temps elle sait très bien dire à un moment, là c'est une question médicale, là il y a besoin d'un médicament, parce que souvent c'était un petit peu l'un ou l'autre, c'était soit la personne scientifique extrêmement froide qui en général n'était pas très bien intentionnée, soit des tableaux de personnes qui étaient uniquement dans les émotions et avec une espèce de confusion. À un moment on ne sait plus trop où est l'aspect médical et que dans l'empathie, non, l'empathie est importante, mais il n'y a pas que ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était vraiment une série qui était vraiment magnifique, et c'est aussi un des objectifs de Pop et Psy. Je pense, j'espère que c'est une série, en tout cas moi c'est ce que ça m'a fait
en la regardant qui pourrait donner envie aussi de s'engager dans les métiers de la santé mentale, parce que c'est vrai que quand on voit son métier, moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, je me suis dit bah oui, on voit à quel point c'est un métier qui est passionnant, à quel point c'est un métier qui est aussi drôle, à quel point c'est un métier qui est très particulier, mais enfin, je trouve que ça a vraiment redonné ses lettres de noblesse à ce métier, et je pense que c'est important parce que clairement on va en avoir besoin. Les troubles psychiques, on peut dire c'est une mode, non, c'est pas une mode, et ça va pas diminuer du jour au lendemain, et c'est pas un sujet, on va se dire voilà, en fait ça y est, on en a parlé et c'est fini. Donc on va avoir besoin de personnes qui s'engagent aussi sur le métier. Donc, et qu'en plus ce soit une série aussi que j'ai trouvé par ailleurs très intéressante, drôle. Enfin, honnêtement, ça fait vraiment le fan de base là. Mais vraiment, j'ai vraiment adoré cette série, et que du coup, on voit aussi la vulnérabilité du médecin. Évidemment, là aussi, c'est une série. Il se passe beaucoup de choses. Elle a quand même une sacrée histoire. Elle-même, du coup, a une dépendance à l'alcool, prend aussi des antidépresseurs, a une histoire complexe familiale. Donc évidemment, il y a plein de choses. C'est ce qui est génial, mais ça n'enlève pas du tout, je trouve, le côté ni réaliste, et ça ne transforme pas non plus, comme je disais tout à l'heure. Si elle n'avait pas cette vie intime, passionnante, bon, on n'aurait pas non plus envie de regarder les 6 épisodes si on envoyait juste prescrire ses médicaments. Donc non, j'ai trouvé que c'était vraiment assez révolutionnaire pour le coup. Eh ben, oui, on adore. Mais on adore Florence Lampré, de toute façon, depuis longtemps à Série Mania. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un avec un micro dans le coin. Sinon, vous allez hurler votre question, puis je vais la répéter. Est-ce que vous avez des questions pour Jean-Victor sur son métier, ou sur des séries, ou des choses que vous avez envie de partager? On est entre nous, n'ayez pas peur. Merci beaucoup. Donc la question c'était, avant on parlait de la psychose maniaco-dépressive, pour parler du trouble bipolaire. Ce qui est intéressant, et c'est très en lien avec ce dont on a parlé, ça a changé au niveau des années 80. Donc le trouble bipolaire, c'est une maladie dans laquelle il va y avoir à certains moments des phases dites d'excitation, où le cerveau va être quelque part en sur-régime, trop d'énergie, moins besoin de dormir, des idées qui peuvent être mégalomaniaques, moins besoin de l'énergie pour tout, avec des phases de dépression, où là en général on voit mieux de quoi on parle, et des phases dites d'euthymie, où on est à un niveau qui correspond à son niveau de base. Ça a changé dans les années 80, pour des raisons, parce qu'avant le terme de psychose maniaco-dépressive était assez maladroit, puisqu'en fait ce n'est pas une psychose. Une psychose, c'est quand on a des idées délirantes, ce qui peut arriver dans le trouble bipolaire à certains moments des phases, mais qui n'est pas présent tout le temps. Donc le nom a changé, et on a vu que quand le nom a changé, ça a permis à beaucoup de personnes d'en parler parce que c'était moins stigmatisant. Des stars, il y a eu Catherine Zeta-Jones, il y a eu Mariah Carey, il y a eu Kanye West qui en ont parlé à partir des années 80, et aussi évidemment du coup des personnes qui ne sont pas des stars, mais on a vu qu'il y a eu vraiment une amélioration de la tolérance autour de diagnostic. Donc ça a changé, et ça a permis, et avec, comme on disait tout à l'heure, cet écho, la série Homeland, le film Happiness Therapy, Selena Gomez, etc. Donc il y a vraiment cette résonance entre fiction et réalité, et là aussi c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, jusqu'à arriver effectivement à Nicolas Demorand par exemple l'année dernière. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Bien sûr. La question de comment on peut faire pour parler à quelqu'un qui aurait besoin de voir quelqu'un qui a un trouble psychique mais qui n'est peut-être pas prêt à consulter. Alors il y a plusieurs choses. Avant tout, c'est vrai que mieux on comprend déjà la maladie mentale et ce dont la personne est atteinte, plus c'est facile d'être au bon niveau et de réussir à se mettre à la place d'eux et de trouver les mots pour justement lui dire il y a ça et ça qui m'inquiète. Mieux on comprend aussi le degré d'urgence qu'il peut y avoir parfois. Il y a des situations qui relèvent de l'urgence, et donc en général quand c'est l'urgence, ça va être les urgences, les idées suicidaires par exemple en sont une, des idées, des troubles du comportement liés à des hallucinations, ça c'est le cas de l'urgence. Et ensuite il y a le cas où c'est pas de l'urgence et où là il faut essayer de convaincre la personne et de lui montrer déjà que c'est pas
comment dire, que consulter, c'est pas une défaite, c'est pas quelque chose pour lequel on devrait culpabiliser. Au contraire, on devrait être très admiratif des personnes qui ont le courage de se faire suivre, de se faire soigner. C'est pas évident, comme tout suivi, tout traitement, c'est quand même du courage qu'il faut pour et de l'amener à accepter finalement à rencontrer un professionnel en comprenant bien aussi, et ça on peut le voir dans les séries et évidemment dans la vraie vie, que l'entourage il est indispensable et très important, mais il ne se substitue pas à des professionnels. Donc c'est important aussi que la famille, même une famille la plus aimante au monde, ne remplace pas un suivi médical lorsqu'on a besoin par exemple. Est-ce que vous avez une autre question? Voilà, tout à l'heure on n'en avait pas, maintenant on en a 10. Allez-y. Savoir plus sur vos festivals, ça a lieu où, quand, comment? Merci. Le festival Pop Psy, c'est à Paris, donc à 1 heure d'ici. C'est du 9 au 11 octobre cette année. Chaque année, on se met autour des Journées mondiales de la santé mentale. C'est complètement gratuit. Il y a des billets qui sont on fait une préinscription, mais il y a pas besoin de billets pour accéder au festival en dehors des ateliers. Pour le coup, sont sur des petits groupes. Et en gros, la journée, c'est des tables rondes et des conférences sur des sujets de santé mentale liés à la société. Ça peut être une table ronde sur le trouble bipolaire et la famille, ça peut être une table ronde sur le climat mental du racisme, sur la précarité et la santé mentale. Et le soir, il y a une partie qui est plus festive avec des concerts, DJ sets. Et en parallèle de ça, il y a un village d'exposition. Il y a des associations et d'expositions. Vous pouvez suivre tout ça sur Pop Psy, sur les réseaux sociaux. C'est là qu'on a vraiment toutes les informations sur le festival. Et il y a aussi une newsletter avec un site où sur le site on met en ligne toutes les conférences qui ont eu lieu les années précédentes. Là, cette année, ce sera la 5e édition. Et puis la newsletter, on envoie comme ça les informations pour ceux qui sont moins sur les réseaux. Et je vous invite aussi à écouter les podcasts, parce qu'ils sont disponibles sur toutes les plateformes. Et c'est vraiment fascinant parce qu'il y a deux personnes. Il y a une personne qui interviewe les personnalités, et ensuite il y a toi qui va donner ton analyse professionnelle sur ce que vient de dire la personnalité. Et ça aide aussi quand on écoute à se dire mais j'aurais dit la même chose. Comment il va voir ça? Enfin, c'est vraiment très intéressant. Une autre question. Bonjour. Je suis Mathilde Saboudi. Alors déjà, je tiens à vous remercier pour ce que vous faites. Je suis soignante aussi en psychiatrie. Je suis infirmière en psychiatrie sur le PSM de la Marne. Et j'ai une double casquette, je suis aussi comédienne. Donc merci à vous déjà pour permettre aux gens de découvrir un petit peu aussi tout l'envers du décor aussi. Et vous m'avez donné des idées du coup d'animer des ateliers autour des séries comme les patients, et je trouve ça chouette. Et justement, ma question est la suivante. Est-ce que vous avez eu des retours d'équipes de soignants qui ont peut-être pu utiliser votre podcast ou les livres que vous avez pu écrire pour pouvoir travailler autour avec les patients en fait? Et aussi, est-ce que vous avez eu des retours de patients à vous qui peuvent vous donner leur avis ou autre? Voilà. Et encore merci à vous. Merci beaucoup. Oui, alors des équipes se sont saisies notamment des livres parce que c'est vrai qu'à l'intérieur il y a énormément de références. Chaque chapitre commence par un film ou une série, donc c'est vrai que c'est une manière de rentrer dans le sujet. Et c'est vrai que beaucoup d'équipes, et ça fait assez longtemps qu'il y a une tradition, on va dire, entre initialement c'était vrai que c'est plutôt le cinéma, mais les arts visuels et la santé mentale. Donc c'est vrai qu'il y a depuis quasiment le début de l'histoire du cinéma, il y a eu des représentations de ce qu'on appelait avant la folie, etc. Donc c'est sûr qu'il y a un lien qui est vraiment très fort et donc des équipes peuvent s'en servir, c'est certain. Pour ce qui est aussi par exemple en pédopsychiatrie auprès des adolescents, on utilisait aussi d'autres formes de support, dire telle star elle a parlé d'addiction, elle dit que Miley Cyrus par exemple qui dit en fait aujourd'hui je suis sobre, j'ai arrêté l'alcool et le cannabis et je vais beaucoup mieux et en fait j'avais plus besoin de ça dans ma vie et en fait c'est que ça prenait trop de place et c'est pas pour autant que je suis barbante, ennuyante, etc. C'est très intéressant je trouve. Et les patients, oui c'est vrai que de plus en plus il y a des patients comme tu vois là sur les réseaux sociaux ah mais je savais pas du tout, c'est tout ça, etc. Donc souvent ils sont assez surpris et c'est vrai que certains du coup me disent ah bah tiens j'ai vu tel film, telle série, j'ai trouvé intéressante. Donc ça peut effectivement ponctuer un peu les consultations, même si
c'est pas non plus les consultations que je fais à l'hôpital. Les gens ont déjà plein de choses à raconter. On n'est pas là pour parler de séries de films, parce que parfois c'est un peu une idée reçue. Mais non, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que ça arrive et c'est souvent très content d'avoir des retours directs de personnes concernées qui en général trouvent que c'est intéressant et se trouvent. Il y a aussi l'idée, je pense que c'est important, ce qu'on fait là aussi, de montrer, en fait, en amenant le sujet dans d'autres milieux que uniquement l'hôpital psychiatrique ou la fac, ça montre aussi que c'est un sujet qui concerne tout le monde, que c'est pas un sujet honteux, que c'est un sujet dont on peut parler à visage découvert, que c'est pas larmoyant, ça peut être aussi culturel, ça peut être divertissant, etc. Et ça, souvent, c'est quelque chose qui est beaucoup pour les personnes, notamment les personnes concernées qui viennent au festival, dire en fait, voilà, sur scène, il y a quelqu'un qui a une schizophrénie et qui vient dire et qui explique à côté d'une star et d'une journaliste et tout le monde trouve ça génial et on l'applaudit. C'est quand même un vecteur puissant d'espoir. Encore une fois, évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même, franchement, déjà, ça marche. On a le temps, je pense, pour une dernière question. Et pendant que la personne lève la main, je vais vous offrir, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom, des livres. Thomas, pour votre travail. Moi, je les ai lus, donc maintenant ils sont à vous. Les films, j'ai essayé de vous poser qui est un petit peu dérisoire, mais vous avez pris comme exemple tout à l'heure Disney. Alors, je n'ai rien contre Disney. Mais pourquoi il y a tant de personnes qui ont travaillé chez Disney en tant qu'acteurs, actrices, chanteurs, etc., qui ont une maladie mentale? Alors, est-ce un effet Disney? Est-ce parce qu'ils ont commencé très jeunes et qu'ils ont eu une célébrité immédiate? Ou est-ce parce qu'ils étaient déjà atteints d'une maladie mentale à ce moment-là? Je ne sais pas, comme speaker. C'est une très bonne question. D'ailleurs, il y a un chapitre dans Pop Psy ou un paragraphe sur lequel je parle de justement l'école Disney, puisque on en a cité quelques-unes, mais c'est vrai que si on fait la liste rapidement, Britney Spears, Justin Timberlake, Liz Leroy, Miley Cyrus, Demi Lovato, Selena Gomez, Zendaya, c'est vrai qu'on commence à se dire ça fait beaucoup. Alors, je travaille pas dans une industrie à Hollywood de si près pour pouvoir révéler le secret. Et de toute façon, même si c'était le cas, je ne pourrais pas puisque c'est couvert par le secret professionnel. Mais ce qui est certain, c'est que on le sait pour le coup, la célébrité peut être considéré comme un facteur de stress pour la santé mentale et que globalement, plus c'est jeune, plus ça peut avoir des conséquences et plus ça va avoir une importance. Et c'est vrai pour tous les facteurs de santé mentale, mais plus quelque chose va arriver jeune, plus la trajectoire de l'individu peut être du coup perturbée par ça. Et donc, c'est sûr que pour n'importe quoi, avoir une dépression avant ou après le bac, et ben, en fait, ça peut paraître anodin, mais en fait, dans le système scolaire et dans la société, en fait, ça peut changer. C'est quelques mois d'écart. Pour la célébrité, probablement, c'est un peu la même chose, avec les propos aussi, et on retrouve beaucoup ça dans les biographies, des personnes qui sont exposées autant aussi jeunes. Souvent, il y a quand même un entourage, notamment familial et parental. On ne décide pas, une enfant de 6 ans ne décide pas de devenir Britney Spears, quoi. Donc forcément, il y a aussi cette influence parentale qui peut expliquer certaines vulnérabilités. En tout cas, que c'est pas des destins qui sont, c'est des destins qui sont un peu hors du commun, ce qui et peut être aussi très évidemment très positif, mais aussi avoir des effets plus négatifs. Alors, on rappelle Pop MC, à chaque fois on le dit vite, donc c'est Pop et Psy. Le logo, c'est avec un petit esperluette, donc vous pouvez suivre le travail de Pop MC, Pop et Psy. On le dit trop vite. Sur les réseaux sociaux, les podcasts, sur toutes les plateformes, le festival au mois d'octobre. Et les livres de Jean-Victor, bon, bah, ils sont là-bas maintenant, mais vraiment, c'est quand je te parlais tout à l'heure d'outils pour dialoguer, je parlais de tes livres, en fait, je parlais pas des séries. Et c'est vraiment, je trouve, des objets qu'on peut offrir beaucoup pour aider des amis à mettre le doigt sur ce qui leur arrive. Des beaux cadeaux de Noël, enfin voilà, c'est un cadeau utile. Donc voilà, ils sont disponibles partout en librairie. Merci beaucoup Jean-Victor d'être venu avec nous pour parler de ton travail.